Le Stream Deck OLED est sorti le 26 novembre 2023, ce qui veut dire que j'ai mis à peu près 1 an et demi à voir la lumière. Aujourd'hui, on teste ce qui est sans doute la meilleure console portable du marché. Le Stream Deck ressemble à 90% des consoles PC du marché. L'écran est donc entouré par les contrôles, exactement à la manière d'une ROG Ally, d'une Legion Go ou même d'une Switch. Un format traditionnel donc pour un look très épuré. Valve n'a pas cherché l'originalité. La console arbore un plastique noir mat avec le logo de son constructeur au dos. Asus a clairement fait plus d'efforts de ce côté-là, et cette remarque vaut d'ailleurs aussi pour la qualité des plastiques. Ceux du Steam Deck font assez cheap en comparaison de ceux de sa concurrente directe. Elle a cependant un net avantage sur cette dernière, son ergonomie. Soyons clairs, elle est tout bonnement redoutable. La ROG Ally peut devenir assez inconfortable sur de longues sessions de jeu, mais ce n'est pas le cas du Steam Deck. Et pour cause, puisque ce dernier a la bonne idée d'embarquer 2 poignées situées au niveau des contrôleurs. Elles rendent l'appréhension bien meilleure. Un sentiment renforcé par la position des contrôles. Les 2 sticks analogiques tombent naturellement sous les pouces, les boutons d'action restent bien accessibles, et il en va de même pour les gâchettes. Enfin surtout pour celles du fond. Les gâchettes L1 et R1 sont en effet assez difficiles à actionner en raison de leur faible profondeur. La croix directionnelle est aussi mal placée. Elle se trouve trop sur le côté, un choix qui agace mais qui se comprend. Valve a en effet intégré, en plus des sticks et des boutons, 2 pavés tactiles situés de chaque côté de l'écran. Des pads qui revêtent une importance toute particulière lorsqu'on bascule en mode bureau. Peu de choses à dire sur le reste de l'ergonomie. Valve s'est montré très généreux au niveau des contrôles. En plus des 2 sticks analogiques, de la croix directionnelle, des 2 pads tactiles et des 4 boutons d'action, on va trouver 4 gâchettes situées sur les épaules, 2 gâchettes intégrées au dos de la console et 4 boutons permettant d'accéder au menu. Le bouton de mise sous tension et les 2 contrôles du volume sont bien entendu placés en haut, non loin du connecteur USB-C. Et le Steam Deck embarque en plus un lecteur de carte micro SD placé au niveau de la tranche inférieure. Je le dis souvent, mais le matériel n'est rien sans un bon logiciel derrière. Prenez l'iPhone, il est très bon techniquement, mais il n'a rien de renversant. Ce qui fait la différence, c'est iOS. C'est la même chose pour les Mac et c'est évidemment pareil pour les consoles PC. Et ici, vous le savez si vous avez regardé ma dernière vidéo, mais je ne suis pas du tout convaincu par les consoles PC sous Windows. Je ne vais pas paraphraser ma vidéo précédente, mais pour moi, Windows ne répond pas aux besoins des utilisateurs de consoles. L'interface n'est pas optimisée, le système de mise à jour est contraignant et il faudrait revoir tout le système. Et j'espère d'ailleurs que Windows 12 viendra corriger tous ses défauts, mais ceci est un tout autre sujet. Quoi qu'il en soit, c'est cet état de fait qui m'a poussé à installer SteamOS sur ma ROG Ally et qui m'a ensuite donné envie d'acheter un Steam Deck. Car disons-le clairement, la plateforme de Valve offre la meilleure expérience possible en matière de console. Elle offre la meilleure expérience possible car elle est stable, elle est optimisée pour les petits écrans et elle fait du Steam Deck une véritable console portable. L'interface est un régal pour les yeux. Elle l'est parce que les visuels sont soignés, parce que le contenu est bien structuré, mais aussi parce qu'elle se montre d'une fluidité exemplaire. Aucun ralentissement ne vient entacher l'expérience, même en basculant de la bibliothèque vers la boutique ou vers les réglages. Plus important, l'ergonomie est bien pensée et le Steam Deck ne nécessite aucun temps d'adaptation. Vous le déballez, vous l'allumez, vous vous sentez tout de suite comme chez vous. Aucune friction non plus au niveau des mises à jour. SteamOS fonctionne sur un modèle similaire à celui de nos smartphones et de nos tablettes. Les mises à jour s'installent en tapant sur un seul et unique bouton. Et forcément, quand on vient d'une ROG Ally ou d'une autre console PC sous Windows, eh bien c'est le jour et la nuit. Parce que là, pour le coup, on est vraiment sur une console. Jusque-là, c'est presque un sans faute, et vous êtes peut-être sur le point de passer commande. Il vaudra mieux vous retenir encore quelques minutes, car aussi agréable et performant soit SteamOS, la plateforme de Valve souffre tout de même d'importantes limitations, et il faut impérativement les connaître avant de franchir le pas. Et la principale limitation a bien évidemment trait au catalogue. Celui de Steam, pour commencer. Tous les jeux ne sont en effet pas compatibles avec le Steam Deck. Valve a intégré un système de coche pour nous aider à repérer les jeux optimisés, mais ils sont finalement peu nombreux par rapport à tout ce que propose le catalogue de l'entreprise. Alors attention, cela ne veut pas dire que les titres non marqués d'une coche verte ne pourront pas tourner. C'est juste qu'il faudra composer avec des problèmes d'interface ou même de contrôleur. Parfois, ce sera le texte qui sera peu lisible, à d'autres moments, ce sera la manette qui ne sera pas totalement prise en charge. Valve propose bien entendu des solutions. Quand vous lancez un jeu, vous pouvez par exemple appliquer un mappage spécial, un mappage proposé soit par l'éditeur, soit par la communauté. La plupart du temps, il suffit de changer de mappage pour résoudre les problèmes de contrôleur, mais cela ne fonctionne pas tout le temps. Raft, par exemple, n'a jamais voulu fonctionner correctement chez moi. Mais le vrai problème vient de la nature même du Steam Deck. Cette console est pensée pour le catalogue de Valve, et elle ne donne pas accès aux autres catalogues. Vous ne pouvez donc pas accéder au Xbox Game Pass, ni même profiter de Battle.net ou d'Ubisoft+. Du moins, pas officiellement, car il existe des façons détournées d'y arriver. Pour Battle.net par exemple,
vous pouvez passer par Lutris. Il faut bricoler un peu, mais ça fonctionne et ça permet de jouer à Diablo 4 sur le Steam Deck sans le moindre problème. Et j'ai d'ailleurs commencé à travailler sur une grosse vidéo pour vous aider à franchir le pas et à paramétrer correctement Lutris. L'idée étant de vous montrer ce qu'il est possible de faire avec le Steam Deck. Et croyez-moi sur parole, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Ok, le Steam Deck est joli, et SteamOS est agréable à utiliser en dépit de ses limitations, mais ce n'est pas vraiment le plus important. Non, car ce qui compte pour une console, ce sont avant tout les performances. L'écran, pour commencer par le début, est de toute beauté. Il atteint les 7,4 pouces de diagonale, mais il fait surtout la part belle à l'OLED. Les contrastes atteignent donc les 1 million pour 1, et on peut en plus profiter de noir vraiment noir. Tout ça avec le support de 110% du DCI-P3 pour des couleurs plus précises, et un taux de rafraîchissement montant à 90 Hz. La définition, en revanche, est limitée à du 720p. Oui, du 720p en 2025. Ça pique un peu, non? Alors oui, mais non. Je vais être très honnête avec vous. Cette petite définition me faisait très peur et c'est en partie ce qui m'a poussé à ne pas acheter le Steam Deck OLED à sa sortie. Maintenant, la définition est toujours à mettre en corrélation avec la diagonale et le 720p sur une dalle de 7,4 pouces n'est pas aussi choquant que je le pensais. En réalité, il n'y a pas eu une seule fois où j'ai vu une véritable différence avec la ROG Ally. Et à bien y réfléchir, je pense que l'OLED y est pour beaucoup. Cette techno est très flatteuse pour la rétine. Et d'ailleurs, je vous avoue que ça me fait un petit peu peur pour la Switch 2. Côté puissance, Valve s'est appuyé sur un APU AMD gravé en 6 nanomètres avec un processeur Zen 2 capable de déployer une puissance maximale de 448 gigaflops et un processeur graphique RDNA 2 montant à une puissance maximale de 1,5 teraflop. L'ensemble est épaulé par 16 Go de RAM en LPDDR5 et 512 Go de stockage sur mon modèle. Et je pense que le mieux, c'est encore de partir d'exemples concrets. Cyberpunk 2077 tourne autour des 55 ou 60 FPS avec les réglages optimisés pour le Steam Deck. Attention par contre, car pour atteindre ce score, il a fallu désactiver le ray tracing et activer le FSR. Sans, il tournait plutôt entre 25 et 30 images par seconde. Pas de problème non plus sur Red Dead Redemption 2. Il tourne à 50 images par seconde en moyenne avec le FSR actif et le mode performance enclenché. Il a en revanche fallu se montrer raisonnable sur les paramètres. Malgré son âge, le titre de Rockstar reste très exigeant. Même chose pour Elden Ring, qui a donné un peu plus de fil à retordre au Steam Deck. Cette fois, il tournait autour des 45 images par seconde. Alors j'ai bien sûr aussi testé des jeux non Steam, et j'avais très peur de voir un gros décalage en termes de performance. Et en fait, ça se passe plutôt bien. J'ai commencé avec Diablo 4 sur Battle.net, un Diablo 4 qui m'a beaucoup surpris. Alors tout dépend bien évidemment des scènes, mais le jeu atteint sans difficulté les 55 ou 60 FPS avec des pointes au-delà des 70 FPS sur les zones les moins chargées. Et ce, sans avoir besoin de faire de gros sacrifices en termes de configuration. Prince of Persia The Lost Crown fonctionne lui aussi très bien sur le Steam Deck. Toujours en passant par Lutris, il atteint les 90 FPS constants. Ici, je n'ai d'ailleurs pas noté le moindre décrochage, même sur des scènes comportant beaucoup d'ennemis. Et clairement, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. La puissance, cependant, n'est qu'une partie du problème. Il y a un autre point crucial, l'autonomie. Un point très important pour une console portable. Et là, vous le savez, mais la ROG Ally m'a énormément déçu sur ce terrain. Avec de gros jeux, en règle générale, en moyenne, je peinais à dépasser les 1 heure d'autonomie. Du coup, j'étais obligé de la brancher constamment à une batterie externe, ce qui n'avait finalement aucun sens. On parle quand même d'une console portable. J'avais évidemment peur de me retrouver dans la même situation avec le Steam Deck, mais en fait, cela n'a pas été le cas. En réalité, c'est même tout l'inverse. Sur son site, Valve évoque une autonomie comprise entre 3 et 12 heures en se limitant à 30 images par seconde et avec une luminosité moyenne. Et en réalité, la firme est un peu en dessous de la vérité. J'ai par exemple réussi à jouer à Cyberpunk 2077 pendant plus de 3 heures d'affilée, en montant à 55 FPS et en poussant un peu la luminosité. Même chose pour Diablo 4. Les titres moins gourmands, comme l'excellent Dave the Diver, vont encore plus loin. Le Steam Deck a tenu plus de 8 heures avant de commencer à montrer des signes de faiblesse. Bref, un vrai bonheur quand on vient d'une ROG Ally. Peu de choses à dire sur le reste. Le Steam Deck n'a pas montré de signes de chauffe excessifs et les haut-parleurs assurent un très bon rendu sonore. Suffisamment en tout cas pour nous permettre de nous immerger dans nos jeux. Et pour aller plus loin, il sera toujours possible de brancher des écouteurs. La console embarque une prise jack et elle prend bien évidemment en charge le Bluetooth. Alors j'aurais pu m'arrêter là, mais il y avait aussi un autre usage dans lequel j'avais envie de tester le Steam Deck, à savoir celui
d'un PC de bureau. Avec une question en tête, cette petite console peut-elle ou non remplacer un vrai PC gaming? Alors sur son site, Valve vend un dock dédié à la chose. Un dock qui est quand même facturé 89 € et que je n'ai donc pas acheté. Je ne l'ai pas acheté parce que j'avais déjà pris un dock chez Ugreen à l'époque où j'avais acheté ma ROG Ally. Et justement, ce dock est aussi compatible avec le Steam Deck. Et on peut même dire qu'il fonctionne très bien. Vous avez bien sûr le lien en description. J'ai donc connecté le dock à l'écran que j'utilise sur mon setup de gaming, à savoir un Odyssey G6 de Samsung, ainsi qu'à ma souris et mon clavier Razer. J'ai également branché ma manette fétiche, la 8BitDo Ultimate, et j'ai posé le Steam Deck dessus. Et là, surprise. Pour commencer, le Steam Deck a immédiatement compris la situation. Il a donc éteint son écran et basculé son affichage vers l'Odyssey G6. Alors ça a littéralement été du plug and play, mais il a quand même fallu se rendre dans les réglages pour régler 2 ou 3 options. La sortie audio par exemple avait basculé sur mon microphone, il a donc fallu la modifier. J'en ai également profité pour débloquer les définitions en sortie, histoire de pouvoir monter au-delà du 720p. Et là bien sûr tout est devenu possible, le 1080p, la 2K, voire même la 4K. Du moins à certaines conditions et pour certains jeux. Et là on va parler un petit peu de performance. Cyberpunk 2077 par exemple n'a pas voulu fonctionner correctement. J'ai réussi à atteindre les 48 FPS en 1080p, mais avec des saccades rendant le titre complètement injouable. Une grosse déception, bien sûr, mais je ne me suis fort heureusement pas arrêté là. Red Dead Redemption 2 par exemple m'a beaucoup surpris. Alors c'est vrai qu'il n'a jamais dépassé les 35 FPS en 1080p, mais l'expérience a tout de même été convaincante. Diablo 4 s'en est encore mieux sorti, en dépit du fait qu'il s'appuyait sur le tris. Il est monté à 50 FPS en 1080p et il a même atteint les 30 FPS en 2K. Alors bien sûr, tout ça en désactivant le ray tracing. Le meilleur reste d'ailleurs à venir car il n'a même pas été nécessaire de faire trop de sacrifices sur les réglages. Même résultat pour Prince of Persia: The Lost Crown qui est resté calé à 60 FPS en 1080p et à 45 FPS en 2K. Encore une fois avec une expérience très convaincante et sans aucun problème de latence. Et bien sûr, le Steam Deck n'a aucun mal à faire tourner les jeux indés. Dave the Diver par exemple tourne à 60 FPS en 1080p mais aussi en 2K, et cela a été la même chose pour tous les autres petits jeux que j'ai pu tester sur le Steam Deck. Alors je pense que vous l'avez compris, mais le Steam Deck m'a totalement séduit. C'est vrai qu'il est moins bien fini qu'une ROG Ally, qu'il est même moins puissant d'ailleurs que la console d'Asus, mais l'expérience utilisateur est nettement au-dessus. Elle est au-dessus parce que le Steam Deck a le mérite de fonctionner sur une plateforme, sur un OS qui est vraiment pensé pour cet usage. Et d'ailleurs c'est dingue de voir qu'après toutes ces années, Linux est devenu plus adapté au gaming que Windows. Avoue que ça fait quand même sourire. Après bien sûr, la petite console de Valve ne va pas remplacer un gros PC gaming avec une RTX 5070, mais elle aura au moins le mérite de vous accompagner partout. En vacances, en déplacement ou même dans le lit. Donc oui, c'est une super console, mais elle l'est encore davantage quand on la débloque. Et quand on s'amuse à passer par des plateformes concurrentes ou encore à installer des émulateurs. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là, et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao!